Ok, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un super événement et que tout s'est bien passé pendant ces 24 heures. Vous n'êtes pas trop fatigué. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Euh, J'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie pour suivre cette présentation. Je m'appelle Laurent Madère. J'ai la chance d'être à la montagne. Il fait un temps magnifique. Et je vais pouvoir vous faire une petite présentation sur l'économie circulaire. Pour ce faire, je vais partager mon écran et vous faire une petite présentation que j'espère la plus passionnante possible. Voilà, vous devriez voir mon écran. Donc, bonjour, bonjour, je représente ce soir la- l'initiative pour une transition vers une économie circulaire, Circular Economic Transition, une initiative qui a été initiée au sein des Impact Hubs dans les 6 villes de Suisse avec un partenaire qui s'appelle Sanu Durabilitas. Nous avons publié récemment une petite brochure d'une quarantaine de pages pour expliquer l'économie circulaire. Ce soir, je ne vais pas aller trop technique, pas trop dans les détails, mais cette petite brochure est disponible qui permet de prendre connaissance un petit peu, en ne prétend pas avoir la définition de l'économie circulaire, mais tout au moins une approche extrêmement pragmatique, une approche qui permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de la conception, ce qu'on peut faire au niveau des produits, ce qu'on peut faire au niveau des milieux économiques, ce qu'on peut faire au niveau des milieux publics, du secteur public, de la société civile. C'est donc un espèce de petit guide qui permet à des entrepreneurs, à des entreprises, à des collectivités publiques ou à des citoyens de mieux comprendre et d'avoir une approche extrêmement pragmatique de l'économie circulaire. On fait partie également du mouvement suisse pour une économie circulaire qui a été lancé l'année passée d'abord à Bâle, puis pour la Suisse romande à Lausanne, donc quasiment de mon nom. Ce mouvement a pour but de fédérer et d'avoir un maximum d'entreprises, un maximum d'organisations qui rejoignent ce mouvement pour que tous ensemble, on puisse faire progresser et vraiment implémenter une économie circulaire au niveau suisse. Je n'ai pas une définition de l'économie circulaire, simplement qu'on a plusieurs définitions de l'économie circulaire. Je me rends compte que je n'avais pas l'écran en pleine page, peut-être que ce sera plus propre comme ça. Simplement que si on veut retenir différentes choses, si on doit retenir 2, 3 choses de l'économie, d'une économie circulaire, c'est premièrement que c'est une voie de l'avenir. On va parler beaucoup d'innovation pour un but. C'est une feuille de route qu'on vous propose pour diriger l'innovation vers quelque chose de durable. On va parler de climat. L'économie circulaire préserve le climat. C'est bien évidemment une question de ressources. Comment peut-on faire euh, pour que demain 10 milliards d'individus puissent avoir accès à des biens de consommation dans les limites des ressources disponibles? Et bien sûr, création de valeur. On parle d'économie, donc création de valeur au niveau régional. On va voir plus tard, l'économie circulaire se veut créateur d'emplois. On parle aussi de circuits courts et on parle de valeur créée au niveau régional. Donc finalement, c'est ce sont plus des opportunités que des craintes à avoir par rapport à un changement d'économie et qui demande également d'être d'être très performant et d'être très innovant quant au modèle d'affaires. On va parler de ça dans cette présentation pour à la fin obtenir une économie
durable et beaucoup plus résiliente. Alors, sans vous abreuver de chiffres et sans dépeindre une situation catastrophique, on va plutôt aller dans cette présentation vers des exemples positifs, mais on est quand même obligé de se rappeler pourquoi est-ce qu'on doit changer de paradigme. On a aujourd'hui une demande en biens d'utilisation, de consommation qui va continuer à augmenter. On a dans les pays émergents, extrêmement peuplés, des gens qui ont envie d'avoir accès à un certain confort. Donc la demande en produits, en utilisation en tout cas, va continuer à augmenter. Si on ne change pas de paradigme et qu'on regarde notre économie linéaire comme elle est aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on extrait énormément de ressources, on produit des biens de moins en moins de bonne qualité, qu'on utilise de moins en moins longtemps et qui finissent en décharge ou au mieux, avec des exemples comme la Suisse, en incinérateur, on perd énormément de ressources et on peut regarder que depuis 2011 et si on regarde 2060, si on ne change rien, business as usual, on va se retrouver avec des demandes et des besoins en ressources qui sont absolument gigantesques. Alors on ne sait pas si on a toutes ces ressources et l'extraction et la gestion des ressources a un impact extrêmement important sur les gaz à effet de serre. C'est un gros émetteur de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un gros pollueur des eaux. L'extraction de certaines ressources pollue des eaux, des nappes phréatiques. Donc on a tout intérêt à mieux gérer nos ressources. On a envie de passer d'une gestion des déchets, qu'on fait pour l'instant plutôt bien, à remonter pour une gestion des ressources. Voilà un peu toute l'idée de l'économie circulaire, comment faire mieux avec les ressources disponibles et donc conserver les ressources le plus longtemps possible dans le système. C'est à ça que ça ressemble du point de vue graphique. Sur cette présentation, j'aimerais aller un peu plus en détail, concrètement, comment est-ce qu'on arrive à ça, comment est-ce qu'on rajoute. Il est clair qu'on parle beaucoup de recyclage quand on parle d'économie circulaire, alors ça en fait partie, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que avant tout, on doit maintenir les produits et les matériaux le plus longtemps possible. Donc on doit faire du maintien, on doit avoir des produits de qualité, des produits qui durent beaucoup plus longtemps. On n'arrivera pas juste avec le recyclage, même si on améliore le recyclage, à résoudre le problème de ressources si les produits durent aussi peu et sont aussi peu qualitatifs que les produits sont aujourd'hui. Je vais souvent utiliser des exemples dans le milieu du textile. Pour une raison assez simple, c'est que j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie textile, un peu partout sur la planète, et j'ai une bonne connaissance des impacts sur les ressources de l'industrie textile. Donc de temps en temps, je reviendrai sur des exemples de textile, parce que c'est quelque chose qui me parle. Et notamment dans le textile, en 15 ans, entre 2000 et 2015, on a plus que doublé la production, et on a divisé par 2 le temps d'utilisation. Donc on se rend bien compte qu'avec une courbe exponentielle, on continue dans cette direction, on se retrouve très rapidement avec des masses de déchets qui sont extrêmement problématiques à éliminer et qui sont extrêmement difficiles à recycler. Donc conserver les produits le plus longtemps possible dans la vie est une condition absolument importante pour pouvoir implémenter une économie circulaire. Alors maintenant, si on pense qu'on veut parler de gestion des ressources et non pas de gestion des déchets, oublions pour un instant la fin de vie et le recyclage et essayons de s'imaginer comment est-ce qu'on peut changer de paradigme au niveau de la conception. Alors dès la conception, commençons par ce qu'on ne voit pas, mais qui est extrêmement présent autour de nous, la chimie. Pourquoi la chimie? Parce que finalement, tout ce qui rentre dans la composition d'un produit peut poser problème à tout moment de la chaîne, soit dans la période d'utilisation, soit à l'élimination. Finalement, quand on parle de plus en plus, on va se rendre compte qu'on a des micropolluants. Plus on creuse, plus la science arrive à faire des analyses des eaux, plus on se rend compte qu'on a des micropolluants. Donc, on peut réfléchir comment encore optimiser le traitement des eaux, mais on peut aussi prendre une partie de des montants qu'il faut pour le traitement des eaux vers la recherche et le développement pour finalement trouver des alternatives et des chimies non polluantes. Dans le textile, on a commencé il y a une dizaine d'années avec ces réflexions.
Parce que si on reprend clairement l'Inde, le Bangladesh, ces pays qui sont des gros producteurs textiles, de penser qu'on pourra arriver à avoir le même niveau de traitement des eaux qu'on a en Suisse, au Bangladesh et en Inde, avec en plus des industries énormes, à mon avis, c'est absolument irréaliste. Donc, essayons de changer les chimies, et c'est possible, on a fait énormément de progrès dans le textile, pour que ces chimies soient non polluantes. Donc, supprimer des chaînes de production, toute substance qui est potentiellement problématique. Ça commence par là. On commence par le début, la chimie. Après, bien sûr que si on réfléchit de notre comportement, j'aime beaucoup cet exemple qui est un exemple très très local, la corde à linge à Genève, et si on lit cette petite phrase, efficace et adoucissant naturellement sans colorant ni conservateur. Et là, on peut se poser une question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de colorant dans une lessive? La lessive, elle est faite pour être efficace, pour nettoyer le linge. La couleur de ce produit a relativement peu d'importance. Donc, c'est toute cette contrainte qu'on a, ou cette réflexion qu'on doit mener. Est-ce qu'on est d'accord, nous, consommateurs, d'avoir des produits un peu plus neutres, d'avoir pas forcément une couleur et une odeur qui va être rose ou lavande ou autre, qui sont généralement toutes des substances de synthèse. Donc c'est une réflexion qu'on a, on sait qu'il y a des possibilités, simplement qu'il y a une réflexion qu'on doit mener. Est-ce qu'on veut arrêter de polluer plutôt qu'on continuait à essayer de dépolluer? Donc ça, c'est vraiment une réflexion de l'économie circulaire. On a d'autres exemples, ça c'est des startups qui étaient dans l'accord 2019 de l'économie circulaire de cette initiative, remplacer toute la pétrochimie par des substances naturelles avec de la biomasse. Des choses qui sont en développement et des choses que peut-être un jour on va voir arriver et qu'on aura du coup des chimies beaucoup plus positives. Donc la chimie est extrêmement importante. On peut regarder dès la conception, là je vais revenir un petit peu dans le textile. Dans le textile, une grande, grande, grande majorité des matières qu'on développe et qu'on produit sont des mélanges. On a du coton avec du polyester, on a de la viscose avec de l'élastane, du coton avec de l'élastane. Donc dès la création, on crée un problème pour la fin de vie. Séparer ces différentes choses sont extrêmement problématiques. Donc, si le recyclage du textile est extrêmement peu performant et très coûteux, c'est que déjà, il faut arriver à séparer une matière naturelle et un polymère, ce qui est extrêmement problématique. Donc, si on ne change pas de conception, on aura toujours à la fin de vie des problèmes de masse à traiter qu'on ne sait pas traiter. Donc, la conception voudrait dire qu'on veut avoir des matériaux et des produits qui sont facilement élémentables, sur lesquels on peut récupérer les matériaux, et des matériaux qui sont prévus pour pouvoir être mis dans des cycles. C'est une question de conception. Si on ne change pas la conception, on va toujours crouler sur des problématiques de masse de déchets à traiter. J'adore cet exemple. Si on regarde ici, au niveau éco-conception, cette petite bande-là, c'est une fibre de lin avec de la résine naturelle qui finalement a la même fonction que du carbone. Et ça, je trouve ça absolument passionnant parce que là, on a en l'occurrence une fabrication de ski avec du bois, du robinier, un bois qui est local, avec de la fibre de lin, et on arrive avec des matériaux durables et naturels à faire un produit absolument top. Alors, j'utilise ce produit, c'est un ski de randonnée, et c'est absolument incroyable qu'on arrive avec des ressources naturelles à avoir un ski de randonnée qui est pratiquement aussi léger qu'un ski en carbone, qui a un confort de ski absolument extraordinaire. Donc ça, c'est de l'innovation. C'est des jeunes à Berne qui ont lancé ça. C'est de l'innovation, c'est positif. On peut skier, on peut se faire plaisir, on peut être en montagne, et on peut faire des produits nettement plus responsables. Jusqu'à la couleur. La couleur ici est faite par de la chaleur. Donc on ne va pas rajouter sur ce produit des teintures, des couleurs, des colorants qui potentiellement, quand elles vont s'égratiner, vont finir dans la neige et dans les sols. Donc là, on a un produit qui est pratiquement exempt de polluants, et on a un produit absolument fantastique au niveau d'utilisation. Donc ce sont des choses positives, c'est de l'innovation positive. L'économie circulaire amène une réflexion qui doit amener une innovation positive. On doit bien sûr
parler et dès la conception, réfléchir à la qualité et à la réparabilité. On a tendance à aller vers une obsolescence programmée au fait où on sait qu'après X années, des composants vont lâcher. On doit absolument changer ça et revenir. Et là, j'utilise le mot revenir. Il n'y a pas de problème avec le revenir. Quand on va trop loin dans une direction, on doit avoir l'intelligence de revenir. Et aujourd'hui, on doit revenir à des produits de meilleure qualité, du coup, qui vont favoriser les circuits courts et des produits faits moins loin. Donc tout ça, ce sont des éléments de conception. On doit changer la conception si on veut changer de modèle économique. Une chose extrêmement importante, c'est la gestion de tous ces flux. Si on veut pouvoir suivre les matériaux, les identifier et puis les traiter en fin de vie, on doit absolument avoir cette traçabilité. La traçabilité est fondamentale pour une implémentation d'une économie circulaire. On doit savoir de la ressource jusqu'au produit fini à l'utilisateur, ce qu'il y a dans le produit, quelles sont les compositions. Et on a aujourd'hui, avec des technologies, avec l'Internet des objets, les blockchains, des possibilités, des technologies qui permettent d'avoir de l'information à tous les niveaux de la chaîne de valeur et de les relier. C'est ce qu'on appelle quelque part une blockchain, une chaîne de blocs. D'avoir une information à tous les blocs et de relier cette information pour avoir un suivi d'une cycle de vie d'un produit. Donc, traçabilité, organisation d'une logistique inversée, donc une infrastructure, comment est-ce qu'on va récupérer les produits pour les mettre dans les bons cycles. C'est de l'organisation, ça demande de l'infrastructure, ça demande de réfléchir avec des moyens technologiques, de suivre les flux des matières. On parle beaucoup de technologie, et effectivement, il faut de la technologie. Il y a un tas de technologies qui vont aider à identifier, qui vont aider à nous aider à mettre en place une économie circulaire, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des autres objectifs du développement durable, à savoir, on doit faire ça en bonne intelligence et aussi se rendre compte de l'impact en termes d'énergie que peut avoir la technologie. Donc on ne doit pas résoudre un problème en créer un autre, on doit prendre ça en considération. Il faut faire attention que cette technologie ne soit pas en conflit avec les autres objectifs du développement durable. Si on parle des cycles, très brièvement, on connaît bien les cycles techniques, qui est le recyclage. On essaye de garder des produits ou des matériaux dans le même niveau de qualité. Un peu moins les cycles biologiques, qui sont le traitement des déchets verts, ou des produits, des matières qui aujourd'hui sont dits biosourcés, qui est une autre catégorie. Il est extrêmement important de régénérer les sols. On a perdu la qualité des sols est relativement faible. On a donc perdu de qualité des sols. Donc il ne faut pas sous-estimer la boucle biologique qui vise aussi à régénérer les sols, remettre de la vie dans les sols. C'est une des objectifs de l'économie circulaire. On parle beaucoup de recyclage, mais il ne faut pas oublier aussi le cycle biologique. Quand on parle de recyclage, là c'est intéressant, on a une montre qui est actuelle, qui va sortir la semaine prochaine. C'est une montre qui a été fabriquée avec de l'acier inoxydable entièrement recyclé, ou 98% recyclé. Et ça, si on réfléchit à ça, il a fallu faire un effort énorme pour convaincre. On parle d'un métier ou d'une industrie, hein, la métallurgie, qui sont habitués à produire. Il faut des masses énormes, c'est des circuits, il ne faut jamais s'arrêter. Commencer à réfléchir avec ces gens-là, les convaincre de récupérer, d'identifier des produits issus de l'horlogerie ou issus des domaines hospitaliers pour en refaire du métal de même qualité a été un énorme effort. Et là, on arrive avec un premier produit, avec la société ID Watch qui va commencer avec la première montre qui sera entièrement faite avec des matériaux recyclés. On va parler du boîtier, on va parler des mouvements, on va parler des emballages, on va parler des bracelets. On est vraiment dans une conception dès le départ où chaque composant est pensé
pour être soit issu de recyclage et pouvoir être recyclé. Donc on est vraiment dans un produit d'économie circulaire. J'en arrive aux impacts en économie circulaire. Ce qu'on a vraiment envie, on ne veut pas juste faire un peu moins mal, on a cette volonté de régénérer la qualité des sols, régénérer la qualité de l'eau et régénérer la qualité de l'air. On parle souvent de quantité, ce qu'on aimerait c'est aussi qualifier. On veut avoir un air de qualité, on veut avoir un sol de qualité et une eau de qualité. Plutôt que de mesurer en quantité les intrants et d'essayer de faire un peu moins mal, l'idée est vraiment d'aller vers une économie positive et régénératrice et qualitative, basée sur des éléments qualitatifs. L'élément énergétique est important, une transition vers, et ça supporte, l'économie circulaire supporte la transition énergétique, et une équité sociale, on ne peut pas dissocier l'économie circulaire, l'économie de l'écologie, de l'environnement. Donc, une équité sociale est une condition sine qua non, est un critère important dans ce qu'on appelle une économie, une transition vers une économie circulaire. On peut parler de modèle d'affaires, il faudra changer les modes d'affaires et finalement, les modèles d'affaires, on a tendance à dire qu'on va passer vers moins de possession, mais plus de paiement pour l'utilisation, mais pas seulement. On peut imaginer aussi, ici on a un exemple où on va transférer des données et on importe des données, ce qui fait qu'on peut avoir le même meuble qui est fabriqué dans le monde entier avec des bois locaux, parce qu'on a importé la donnée et que la découpe est faite avec des machines qui sont incitées par ordinateur. Donc plus de transfert de matière, mais du transfert de données, qui est nettement moins gourmand et qui permet de fabriquer des matériaux locaux. On peut avoir des modèles d'affaires non monétaires, la manivelle à Genève et maintenant à Lausanne, qui permet à des gens dans le même quartier de mutualiser, la mutualisation de biens plutôt que de posséder une perceuse pour l'utiliser une fois par année, en avoir une pour une communauté, ça fonctionne très bien. Donc réfléchir, être innovant dans la manière dont on a à avoir accès à des biens de consommation. Les modèles d'affaires sont complètement une partie importante vers une transition vers une économie circulaire. Les activités, je ne veux pas trop en revenir, on parle justement des R, revendre, recycler, récupérer, etc. Ça, c'est les métiers de demain, ça demande aussi de réinventer les métiers. Je parlais de la métallurgie, des aciéries tout à l'heure. La difficulté était de dire à des gens qui ont l'habitude de produire de l'acier, avec une filiale, de dire votre métier doit changer, vous devez aussi récupérer et refondre. Et c'est des métiers nouveaux, les métiers du recyclage, les métiers de la récupération, de la réparation. On a complètement perdu ces métiers de la réparation. Ça veut dire qu'on doit créer aussi des filières d'apprentissage, des filières de formation, des formations continues pour se dire qu'on doit recréer des conditions cadres pour avoir ces fameux R dont on parle beaucoup en économie circulaire. L'économie circulaire se veut moins dépendante, donc élimination des risques liés à la dépendance dans les chaînes d'approvisionnement pour créer des emplois en Suisse. Ces fameux R, la réparation, sont des métiers qui sont difficilement délocalisables. Donc du point de vue économique, ça fonctionne. Et enfin, le mindset, ce qui est probablement le plus difficile à changer, c'est nous aussi, citoyens, utilisateurs, sommes-nous prêts aussi à changer nos habitudes de consommation? Sommes-nous prêts à peut-être moins posséder? Sommes-nous prêts à se dire que ce n'est pas la quantité de biens qui est le plus importante, mais plutôt la qualité de ce qu'on en fait? Donc c'est toute cette philosophie. Est-ce qu'on a besoin effectivement d'avoir des lessives qui sentent très fort la lavande et qui sont de la couleur de la lavande alors que ça n'apporte absolument rien sur la qualité du lavage, c'est pas ça qui va faire que ça se lave plus ou moins bien. Est-ce qu'on est d'accord d'accepter des modèles d'affaires différemment, de produits différemment? Est-ce qu'on est d'accord de changer ça? Et ce qui est important dans les mindsets aussi, c'est de penser qu'il n'y a pas une solution ultime. L'humain a toujours tendance à penser qu'on va trouver la solution. Mais en fait, c'est ça qui est absolument fantastique dans cette approche d'économie circulaire, c'est que quand on parle d'innovation, on est obligé de penser diversification de l'offre. On ne peut pas avoir une solution pour l'énergie ou pour la chimie. C'est une multitude de solutions. Donc, de ne pas penser solution ultime, mais penser qu'il faut de la diversité. On parle de biomimétisme. La nature n'est pas homogène. La nature
est extrêmement variée, hétérogène. On doit avoir aussi une multitude de solutions et ne pas penser qu'on va trouver une solution miracle qui va résoudre ce problème ou ce problème. Pour finir, toujours intéressant de voir ce qui se fait au niveau mondial, ce qui se fait au niveau de la Commission européenne et Commission européenne et ce qui se fait au niveau suisse, parce qu'une transition vers l'économie circulaire demande aussi l'appui et les conditions cadres. Donc c'est une approche systémique qui demande aussi des changements au niveau politique. Il y a des choses qui se mettent en place. En Suisse, vous retrouvez, si vous allez sur le site de la Confédération, une position par rapport à l'économie circulaire. Et si vous allez sur le site de la Commission européenne, vous allez retrouver une feuille de route pour une implémentation, une stratégie pour une économie propre et circulaire. Donc, on a bon espoir que les choses évoluent. C'est des choses qu'on peut trouver facilement online sur la Commission européenne ou sur le site. Donc, on a une multitude de choses qui font que on peut opérer ce changement. Et je finirai par là. C'est un call to action. Vraiment, vraiment, on a besoin d'avoir l'industrie, le secteur privé qui s'engage, en avoir un engagement du secteur public, en avoir un engagement des consommateurs et de la société civile. Comme vous le faites d'ailleurs pendant ces 24 heures, on a besoin de beaucoup de gens qui réfléchissent ensemble. L'intelligence collective, c'est intégralement partie de la mise en place de cette transition vers l'économie circulaire. Si on n'a pas ces méthodologies d'intelligence collective, si on n'a pas une réflexion commune, si on n'intègre pas tout le monde dans la réflexion, que ce soit l'intégralité des départements dans une entreprise ou que ce soit inter-entreprise, inter-industrie, on a absolument besoin d'avoir une vision de collaboration. Et l'intelligence collective, les différentes méthodologies d'intelligence collective sont des conditions absolument importantes pour arrêter de travailler en silo, pour arrêter de se rejeter la responsabilité entre les différents maillons de la chaîne, mais en travaillant ensemble, avoir une vision de chaîne de valeur plutôt que de supply chain, de chaîne d'approvisionnement, d'avoir une vision de gestion des ressources plutôt qu'avoir une vision des gestion des déchets. L'intelligence collective est importante. Ça ne se fera pas sans une prise de conscience et sans un engagement collectif. Et voilà, il me reste une minute. Donc j'arrive au bout de cette petite présentation. J'espère qu'elle aura été éclairante ou inspirante. Et j'espère, je vous souhaite de finir cette expérience de 24 heures en sortant avec plein d'idées, avec plein de motivations, avec une expérience, et plein de collaborations, malheureusement online. J'espère que l'année prochaine, ça pourra se faire en présentiel. C'est quand même beaucoup plus sympa de rencontrer les gens et de collaborer en présence. Mais félicitations à toute l'équipe qui a organisé ce climaton. Qui a permis en relativement peu de temps de transverser, de changer d'une organisation présentielle à une organisation complètement virtuelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.